Bienvenue à La Santé au-delà des mots. Un rendez-vous avec des gens passionnés du réseau de la santé. Jean-Pierre Gagné, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du réseau. Voici votre animateur, le docteur Jean-Pierre Gagné. Bonne écoute. Je reçois cette semaine M. Pierre Lavoie. Nous discutons d'abord de la nouvelle mouture du grand défi qui est à nos portes. Le grand défi Pierre Lavoie aura lieu cette année du 14 au 16 juin 2024 à Québec. Exit la caravane qui sillonne le Québec avec son lot d'embûches techniques, ses risques et ses effets néfastes sur l'environnement. Le prochain événement sera basé à Québec. Pierre nous fait découvrir les grands pans de cette nouvelle mouture. Puis, nous abordons le livre « Faut que ça bouge » coécrit avec M. Jean-François Harvey. « Faut que ça bouge », c'est tout d'abord un portrait, pas très rassurant, de la condition physique des jeunes Québécois. Mais le livre ne s'attarde pas qu'aux constats négatifs, il en identifie les causes et propose des solutions. Pierre Lavoie a un optimisme contagieux et est très généreux en entrevue. J'espère que vous passerez un bon moment. Bonne écoute. Je prends un court moment pour remercier les commanditaires qui rendent possible la diffusion du balado La Santé au-delà des mots. Groupe Conseil Beauchamp-Beaulieu Dessureau-Toupin, associé à la financière Banque nationale Gestion de patrimoine, Rempart Neurophysiologie, le groupe TIGE, Eurofin Environex et Go Mouton. Salut Pierre. Allô. Merci d'avoir accepté l'invitation. Donc, on se disait juste avant de commencer que si on veut faire quelque chose, on demande à quelqu'un d'occuper. Donc, mais merci d'avoir pris quelques minutes pour le balado La Santé au-delà des mots. Je voulais parler d'abord du Grand Défi 2023, donc, qui était la dernière édition dans sa forme comme on a connu au cours des dernières années. Et ce qu'on a appris finalement, on l'a appris un peu en même temps. Que j'ai su, c'est que personne ne le savait dans ton entourage, sauf peut-être ton associé de toujours. Est-ce que c'est bien vrai ou Oui, effectivement. Puis, c'était pas évident de l'annoncer aux employés juste avant. On ne savait pas trop la réaction. Nos commanditaires aussi, nos partenaires, ils l'ont appris aussi au même moment. Donc, est-ce qu'on a voulu garder ça secret jusqu'à la fin? Non, on voulait l'annoncer peut-être une semaine avant. Okay. Mais c'était difficile. On était débordés dans nos événements et dans la préparation finale qui approchait. Puis, c'est là que l'idée est venue finalement, de l'annoncer à tout le monde en même temps. Bon, puis en même temps, ce que ça a provoqué ce que moi, j'aime toujours, c'est que le chaos. Ça a créé un chaos. Donc, dans le chaos, c'est là qu'on trouve les meilleures idées. Okay. Si je mets le feu dans une bâtisse, tu vas t'en sortir, tu vas trouver des façons originales de sortir dehors. Okay. Par contre, si le feu n'est pas pris, je te demande de sortir rapidement, tu ne trouveras pas les super idées. Donc, c'est dans le chaos que génèrent les meilleures idées. Puis vu qu'on devait se renouveler, on n'avait aucune idée encore où on allait. Okay. Donc, en provoquant le chaos, ça a permis à Décilis à partager des idées. Ça voulait dire qu'on n'avait aucune idée comment le modèle 2024 allait ressortir du lot. Mais il fallait qu'on soit maintenant environnement durable. Et en cours de route, si on n'aurait pas trouvé, ça aurait été terminé. Mais c'est drôle il n'y aurait pas eu de 16e édition. C'est drôle parce qu'il y a quelqu'un qui était assis juste à côté de moi, là, donc notre conductrice gérante, dès que tu as dit ça, elle a crié comme « Je le savais! » Les gens l'avaient vu venir. Mais moi, je pensais que la stratégie, c'était de ne pas le dire pour éviter qu'il y ait des espèces de mouvements souterrains pour faire changer votre décision. Souvent, des grandes décisions comme ça, si on les garde secrètes, on évite les pressions externes, puis là, les gens qui finissent par vous convaincre de ne pas finalement changer. Non, mais en même temps, attendre à l'événement pour l'annoncer, ça a eu l'impact que je voulais. C'est montrer que maintenant, il faut prendre garde à l'environnement. Il faut poser des gestes plus concrets envers l'environnement. Puis des organisations comme la nôtre,
qui sont crédibles au Québec, qui font les choses, je dirais, de façon sérieuse. Oui. Au niveau de l'environnement, il fallait vraiment prendre un virage. Éliminer les campeurs, c'est facile à dire. Mais on arrêtait l'événement dans une année record. On a amassé 3,5 millions, 223 équipes inscrites. Donc, c'était le maximum qu'on a atteint. C'était la 15e édition, puis on décide de l'arrêter. C'est plus comme ça qu'on va fonctionner dans le futur. Donc, bien entendu, ça a posé... beaucoup de gens qui se sont posés des questions. Moi, ça me nourrit toute la fin de semaine. Là. Donc, il y a eu plein d'idées qui sont ressorties, des modèles, des façons de faire. Puis, je voyais que ce que j'ai surtout appris durant la fin de semaine, c'est que les gens étaient prêts à continuer avec nous, peu importe le modèle qu'on allait mettre en place. Puis ça, c'était très, très important, parce que c'est quand même eux qui fait que... En tout cas, ça nous a fourni un sujet de discussion pour la fin de semaine. Oui. Ton discours, on se connaît peu, mais quand même, j'ai entendu beaucoup d'entrevues. Pour une rare fois, tu semblais ému quand tu as évoqué ta famille, ta conjointe. Oui, parce que c'était probablement... C'était pour moi, dans ma tête, c'était pas certain qu'on allait trouver. OK. Donc, c'était peut-être la dernière fois qu'on le faisait. C'était le dernier 1000 qui était d'ailleurs du défi Pierre Lavoie. Donc, c'était important pour moi de revenir dans le passé, que si on pédale, il y a eu quelque chose avant, il y a eu une jeunesse. OK. Et ça partit quelque chose d'extrêmement négatif qui était transformé plus qu'en positif, en mouvement social. Donc, c'est important que les gens comprennent que dans la vie, on est toujours capable toujours capable, mais c'est pas facile de passer à travers des épreuves, mais ça se fait. Il faut juste rester constructif, rassembler les gens, trouver les gens qui ont les compétences que tu n'as pas, et ça se met, tu formes une équipe, et ensuite les nourrir, ensuite les garder motivés. Ma job, c'est de motiver les gens à ramer dans mon navire, qui traverse l'océan, qui va arriver de l'autre côté. Donc, c'était peut-être la dernière édition. Vraiment, sérieusement, là, c'est parce qu'on a cherché quelques mois avant, on ne trouvait pas la façon vraiment originale, aussi attrayante que ce que le 1000 avait été dans sa formule originale. Donc, mais quand on est rentré en brainstorming, il y avait toutes nos équipes. Là, il a sorti plein d'idées, des choses qui nous avaient été dites durant l'événement par les cyclistes. Donc, je dirais, là, on était à mûr. Là, je sentais vraiment, OK, là, on avait quelque chose d'unique. C'était important pour moi. Quelque chose d'unique qui ne se faisait pas ailleurs, puis que nous, on allait, comme en 2009, on allait créer un événement unique là, au monde. Là, donc, tandis que là, on va dans un nouveau modèle, mais qui est aussi unique. Là. Si tu me présentais peut-être en quelques minutes là, la version 2024, là, la pause publicitaire. Finalement, ce qu'on a essayé de garder, c'est tous les éléments wow du 1000. Pédaler en groupe. Rester en communauté, 5 cyclistes ensemble qui se partagent un parcours pas évident et être encadré sur la route. Donc, une façon de se déplacer assez sécuritaire, mais audacieuse quand même. La nuit, tout ça, ça restait... Il y a toujours des inquiétudes, ça fait partie de l'événement, ça restera toujours là. On s'est dit, bon, on a gardé les éléments qu'on trouvait qui faisaient vraiment les éléments de réussite. Et ensuite, on s'est dit, tout ce qui est contraignant maintenant, c'est le temps de l'éliminer. OK. Donc, les campeurs, on les a plus. Et donc, on a éliminé tous les éléments qui nous irritaient, garder seulement les éléments qui nous nourrissaient, et en ajouter d'autres qui allaient faire en sorte que là, on allait pouvoir se renouveler tout doucement. Bien entendu, c'était de garder 5 personnes qui pédalent ensemble. J'ai eu plein d'idées données par les cyclistes. On va se déplacer d'une région à l'autre, on va coucher à l'hôtel, puis on va partir le lendemain. Non, c'est pas ça qu'on va faire. Ça va prendre quand même un véhicule, vous déplacer. Il fallait revenir au même endroit. Moi, je savais que l'idée de la boucle, à l'époque, c'est moi qui y avait pensé. Là. C'est pour ça qu'on appelait la boucle. On partait et on revenait au même endroit. C'est pour ça qu'on a pu monter à 5000 cyclistes, même jusqu'à 8000 à un moment donné. Donc, ça démontrait que ça avait un potentiel, ça, les boucles. Est-ce qu'on pourrait faire plusieurs boucles et revenir au même endroit? Et là, à ce moment-là, on a moins besoin de bénévoles. On a plus de 13 sites à monter et démonter. Et il n'y a plus de gaz à effet de serre. Mais il fallait créer un village. Là, il fallait que le village... Moi, j'ai vécu des villages olympiques, des villages de Ironman à Hawaii. Puis je sais qu'il se passe quelque chose dans un village où tu viens faire un événement. Puis si tu es capable de mettre la couleur, l'énergie, le bon ton, tu vis quelque chose d'unique. Tu rentres dans le village, puis quand tu en ressors, tu as vécu quelque chose d'exceptionnel. Donc, c'est en plein ce qu'on va faire. On a acheté, on est en train de les fabriquer d'ailleurs, des tentes, c'est pas n'importe laquelle, là, c'est presque un appartement. OK. Et des tentes vraiment haut de gamme
faut être capable d'accueillir une équipe de 5 avec leur matériel, des tables de pique-nique à l'extérieur, des racks à vélo pour leur vélo, un rack pour les nettoyer, un gros feu au propane au centre, des différentes cellules de tentes. Et là-dessus, il y aura 202 tentes. Là. À date, on est rendu à 202 équipes d'inscrites. Donc, presque tout le monde est revenu. Ah, c'est sûr. Ça c'est une grande fierté. Là. Mais on sera dans la grande axe de l'Université Laval, donc entre les deux bâtisses qui va vers le PEPS. Tout ça sera meublé d'un village de tentes avec des services autour, donc douche et bien entendu cafétéria et Nespresso 24 heures sur 24 à l'extérieur, buanderie installée pour laver ton linge, le sécher et de l'animation. Et se crée quelque chose dans le village pendant que tes deux amis vont pédaler. Tu peux les voir sur l'écran géant, parce qu'on diffuse live. Tu pourras savoir où ils sont rendus, à quel moment qu'ils reviennent. Toi, tu as juste le temps de te laver, d'aller manger, de faire un petit dodo peut-être, socialiser avec les équipes autour de toi. Avant, tu n'avais pas le temps. Tu as le temps de socialiser avec les équipes autour de toi qui sont dans ta rue. Et par la suite, ben, là, tu rembarques sur ton vélo et tu repars. Donc, je pense qu'on a un concept assez... Quand le village sera monté, puis les gens vont rentrer dans le village, ils vont dire « OK, wow, là, c'est quelque chose d'unique. » D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que juste l'arrivée du 1000, le setup d'arrivée, le monter, là, c'est beaucoup de travail, des chapiteaux, des tentes et tout ça, pour 2 heures. Ça n'a comme pas d'allure. Parfois en pleine nuit même. Écoute. Oui. Tandis que là, tout ce qu'on a à faire, c'est monter un site, y mettre tout notre amour et nos idées, et les gens vont vivre dans ce site assez exceptionnel. Il y avait quand même un élément de danger, moi, je trouvais, au-delà des gaz à effet de serre, du transport de ces caravanes-là qui se promenaient la nuit. Comme tu le sais, les gens plus ou moins attachés là-dedans, les conducteurs parfois sont fatigués. Mais écoute, il y a un élément positif, je trouve, moi, c'est d'éliminer cet effet-là ou ce risque de le danger associé à ça. Oui, il y en avait, parce que tu te déplaces la deuxième nuit, tu manques de sommeil, tu essaies de dormir durant le transport. Parce que là, c'est terminé. Donc maintenant, on a vraiment un concept qui peut aussi te faire découvrir une région complète. Et donc, quand on se déplacera à Montérégie ou en Estrie ou dans Laurentides, dans l'Outaouais, dans ma région, donc dans le Bas-Saint-Laurent, là, on pourra couvrir tous les plus beaux parcours de ce secteur-là. Là. Donc, on reste dans le même esprit. Quand les gens vont rouler à vélo, ils verront pas de différence. On va dire, OK, c'est comme ça va faire le tour de l'île d'Orléans. Là, je donne quelques cues, le tour de l'île d'Orléans. Tu sais. OK, on s'en va aux Équerres, lac Saint-Joseph, on s'en va à Baie-Saint-Paul, on rentre dans le parc des Laurentides. Le départ se donne la boucle va se donner sur le pont Pierre-Laporte qui sera fermé. Donc, le pont sera rempli au complet de cyclistes. Et le départ va se donner en direction Saint-Antoine-d'Étilly par la suite. Alors, le grand défi pour moi, c'est que je vais dormir dans le village à 3 km de mon lit. Mais je pense que ça va valoir la peine pour l'expérience. Exact. Il faut que tu résistes de ne pas sortir du village. Exact. Medix simplifie la facturation médicale des médecins spécialistes, anesthésiologistes, internistes, pneumologues et bientôt les chirurgiens. Grâce à une application mobile conviviale et une expertise personnalisée, Medix fait une différence réelle dans la vie des médecins. Sauvez du temps, réduisez les erreurs et optimisez vos revenus avec Medix. Medix est fier de desservir plus de 60% des anesthésiologistes du Québec. Pour toute question, n'hésitez pas à visiter notre site web à www.medix.com www.medyx.com ou téléphonez au 514-548-2500. Écoute, Pierre, je voulais qu'on parle de ton bouquin « Il faut que ça bouge ». Donc, c'est un peu le but de l'entrevue aujourd'hui, de faire le tour de ce livre-là que tu as écrit aux Éditions de l'Homme avec Jean-François Harvey. D'abord, je me demandais pourquoi ce livre et pour qui même? D'abord, le livre est dédié à... On espère que ceux qui vont le lire, c'est les adultes qui gravitent autour des jeunes, des enfants ou des étudiants, des entraîneurs, des parents. Beaucoup les parents. Pourquoi? Parce que
on est en train d'amorcer un changement. En tout cas, moi, j'essaie de le provoquer, là, un changement de culture en activité physique dans notre société entière. Donc, au début, c'était pas évident. Hein. Les fédérations sportives m'ont vu comme une menace, parce que là, je parlais d'inclusion, je parlais plus de spécialisation, je disais que ça nuisait, le sport-études, c'est pas bon pour les jeunes, ils décrochent plus tard. Donc, je lançais des grandes lignes qui faisaient peur. C'est normal, tu sais. Mais par contre, le problème que j'avais, c'est que si le parent a pas assez de connaissances par rapport à qu'est-ce qui fait qu'un enfant devient inactif pour la vie, bien là, on est mal pris parce qu'il va rentrer dans les systèmes qui sont là que eux, leur but, c'est du membership et inévitablement, ils doivent développer du talent pour nourrir le système fédéral qui les amène vers les Olympiques, les championnats du monde. Donc, tout ça, c'est autour de la performance. Puis moi, je suis un performant dans la vie. Là. Je voyais que ça créait beaucoup de dommages collatéraux. Puis en faisant beaucoup de terrain depuis maintenant 2 décennies, là, je dis, OK, là, maintenant, c'est temps qu'on arrête d'exclure les jeunes. Et pourtant, même si on fait des cubes énergie, une approche au primaire très inclusive, quand ils arrivent au secondaire, on dirait que ça compte plus. Puis maintenant, on est en compétition. Donc, c'est ça que moi, je voulais. Je voulais vraiment amener un ouvrage, un premier ouvrage. Puis Jean-François, on s'était parlé ensemble, on faisait la course au secondaire. C'est toujours lui qui faisait l'entraînement des jeunes. Okay. Il dit, Jean-François, il va falloir écrire un ouvrage un jour pour éduquer la population. Ils ne savent pas que le sport-études monosport, la spécialisation, c'est si dommageable que ça pour leurs enfants. Et ça crée beaucoup de dommages collatéraux par de l'exclusion très jeune. Puis là, on commençait à avoir des données. On n'avait pas beaucoup de données québécoises, mais on commençait à avoir des données québécoises parce que nos universités ont commencé à faire des études autour de l'activité chez les jeunes, l'obésité et compagnie. On avait beaucoup de données de l'extérieur, des autres pays. On entendait parler régulièrement. Et quand nos universités ont publié assez de données, on s'est dit, OK, maintenant, c'est le temps qu'on s'assoit, on récupère les informations scientifiques, puis on va les asseoir dans un livre et on comparera le Québec et où par rapport au Canada, aux États-Unis, aux pays scandinaves qui performent mieux que nous. Et si on aurait un modèle plus efficient, quel genre de modèle qu'on devrait mettre en place? Donc, l'évidence est venue. Pas de spécialisation à 24 ans. Et ces lignes-là allaient faire en sorte qu'il fallait que je convainque des fédérations sportives. Au début, quand je commençais à en parler, bien, ça passait pas du tout. Puis maintenant, j'ai joint la coalition du sport et je suis avec eux maintenant, puis ils sont d'accord à retarder la spécialisation. Il y a des sports que c'est impossible, la gymnastique et patinage artistique, des sports ou le plongeon, c'est des sports à développement hâtif. Mais 94% des sports, c'est des sports à développement tardif. Donc, on se spécialise beaucoup trop tôt. D'ailleurs, on est la nation dans le monde qui spécialise le plus tôt les enfants dans le sport. C'est le Québec. C'est que nous, on est vraiment... Je ne sais pas pourquoi, là, on veut que nos enfants jouent dans la Ligue nationale de hockey à 8 ans. C'est n'importe quoi. Là, je suis dans l'extrême, là, mais... Donc, il fallait donner un ouvrage où on compare, puis on a les vraies données. Donc, c'est quand même un livre où il y a 500 références là, qui ont permis de l'écrire. Et vulgariser, bien entendu, pour que la grande majorité des gens puissent le lire. Et maintenant, je sais très bien que pas tout le monde lit, mais au moins, là, maintenant, une fois qu'il est écrit, ça devient un livre référence. Parce qu'il n'y en a pas d'autres ouvrages comme celui-là. Personne n'a osé se lancer dans un tel travail. C'est fait. Il existe. Et mon rôle, c'est de le présenter à tous les jeunes influences maintenant qui iront vers ce modèle-là tout doucement, vers ce modèle que je crois que le Québec mérite. Mais l'enjeu lié, disons, à la surspécialisation, à la compétition trop hâtive, toi, personnellement, à quel moment as-tu été sensibilisé à ça? Ça ne doit pas faire très longtemps, j'ai l'impression. Non, pas très longtemps. Parce qu'on n'en parlait pas avant. Non, ça a commencé par le sport-études. Quelques amis commençaient à me dire le sport-études, c'est pas si bon que ça. Mais on n'a pas les données. Le ministère de l'Éducation les publie pas. Je ne vais pas dire qu'il les cache, là, mais il ne semble pas les publier. Personne ne semblait travailler autour de ça. Et là, on a commencé à avoir des gens qui ont commencé à travailler là-dessus, dont un chercheur du Nouveau-Brunswick, rattaché à l'Université de Sherbrooke, lui, qui a suivi une cohorte de 1000 élèves, qui était en sport-études, monosport, donc spécialisé, puis l'autre qui était en multisport, sport-études également. Puis à la fin, après 14 ans qu'il les suit, là, il a révélé que finalement, le groupe multisport est encore actif aujourd'hui et le groupe monosport, la grande majorité, ont abandonné le sport. Et c'était des principes qu'on voyait un peu des pays scandinaves, qu'on voyait qu'eux tardaient la spécialisation. On voyait par le hockey, la Finlande, qui semblait avoir plus de joueurs que nous dans notre Ligue nationale à nous, avec 2 fois moins de joueurs dans leur système que le Québec. C'est pourquoi que nous, pourtant, c'est notre sport. C'est nous qui l'a créé, ce sport-là. Ça vient d'ici. Et ça vient de nos tripes. Puis on n'est pas capable de produire plus de joueurs que la Finlande, qui ont 2 fois moins de joueurs que nous dans notre sport national à nous. Là, on ne se remet pas en question.
Et là, maintenant, on a commencé à avoir beaucoup d'études. Puis les gens, quand ils sortaient des études, ça durait une journée. T'sais. Ils sortent de quoi dans la presse. Après une journée, tout le monde a oublié. T'sais. Donc, on s'est dit, là, maintenant, il faut aller plus loin que ça. Il faut ramasser toute l'information et après ça, proposer des solutions. Et bien entendu, à la fin, inévitablement, est arrivé créer un modèle québécois. Oui. Dis-moi, ton co-auteur, Jean-François Harvey, kinésiologue, ostéopathe, conférencier, qui est-ce? Les gens le connaissent moins, peut-être. Jean-François, là, c'est un être extraordinaire. D'abord, lui est plus c'est le scientifique. Okay? Puis moi, je suis plus l'émotionnel. On se complète très bien. Très bien. Mais Jean-François, je l'ai connu dans une compétition de vélo de montagne. Il était juste à côté de moi. Puis on partait aux 30 secondes, 2 par 2 aux 30 secondes. Puis un grand chétif, un vélo, pas de marque, les cheveux frisés, des lunettes rondes. Il avait l'air de rien. J'ai dit, toi, tu fais-tu des courses de temps en temps? C'était la première fois que je le voyais. Ouais, j'en fais à l'occasion. Puis, oui, laquelle que tu as fait? Bon, j'ai fait une provinciale il y a 2 semaines. Ah, tu fais des provinciales. Bon. Puis, je donne un conseil. Tu sais, en vélo de montagne, si on part trop vite, les jambes nous explosent. On va partir mollo le premier kilomètre, après ça, on va là ensemble. Donc, il m'a laissé sur place en partant. Je dis, qui ce gars-là? C'était un super athlète. Ah, oui, c'était vraiment... C'est un super athlète. C'est un kin à la base qui avait vraiment ces notions de l'activité physique, je dirais, dans une approche très scientifique. Après ça, il s'est spécialisé. Il a commencé à écrire des livres sur la course. D'ailleurs, c'est tous des best-sellers, ces livres-là. Donc, Courir mieux, c'est lui, c'est ses livres qui ont fait Légion au Québec. Donc, il est allé voir les Kenyans, il est allé rester là-bas pour les comprendre, pourquoi ils couraient plus vite que les autres, puis toute leur culture sportive. C'est quelqu'un qui est un curieux. Puis, ce qu'on faisait depuis quelques années, depuis 5 ans, on ramassait de l'information. Moi, je le ramassais de mon côté, on s'en partageait. Enfin, maintenant, on s'est dit, OK, là, on a assez d'informations. C'est le temps d'écrire un livre, là, on a assez de détails. On a énuméré nos chapitres, savoir on veut parler de quoi et qu'est-ce qu'on a comme matériel pour soutenir nos propos. Puis, on s'est rendu compte qu'on avait en masse de jus pour être capable de livrer quelque chose. Puis, Jean-François écrivait très bien dans ses livres de Courir mieux. Il y a ce petit côté moqueur. Donc, il m'a envoyé un premier draft. Ah, j'ai dit, OK, Jean-François, j'aime l'écriture, garde ça comme ça. On l'a juste nourri en données, validé les données. Par la suite, on a pu produire ce livre qui nous rend très fiers, qu'on espère qu'il y aura un maximum de gens qui vont le lire. Écoute, c'est très intéressant. Je le conseille. Donc, il faut que ça bouge. C'est plein de recettes, là, ne serait-ce que le nombre d'heures d'activité par semaine selon l'âge, les âges butoirs dont tu parlais, là, à quel âge commencer un sport de compétition, à quel âge se spécialiser. Donc, et le 0-6 ans, comment c'est important. Quoi faire de 0 à 6 ans? Donc, c'est un livre pour les parents. D'ailleurs, on devrait, vivre, naître et grandir. Là. On devrait le donner dès la naissance d'un enfant. On devrait le donner aux parents. Le parent a un guide. Il est capable, quand il lit le livre, là, il y a un guide. Il sait, OK, mais comment se comporter, quoi faire avec son enfant, puis développer sa littératie physique globale. Par la suite, dans quels systèmes qui sont bons ou pas bons pour son enfant. Donc, les reconnaître. Vraiment les reconnaître, les systèmes. Nous, on essaie d'échanger ces systèmes-là, on va réussir. Là. Mais vraiment, c'est un livre guide là, pour les parents qui ont des jeunes enfants. Maintenant, ce parent-là qui arrive sur un conseil d'établissement est capable de dire « Oh non, on ne fait plus ça comme ça aujourd'hui. » Sortir le livre, sortir la donnée, puis dire « Regarde ce qu'il faut faire aujourd'hui. Regarde les modèles, puis les résultats qu'ils obtiennent. » C'est vraiment un livre, je pense, référence. Quand les gens s'arrêtent à le lire, qui sont en présence d'enfants, une influence chez les enfants, ben, je pense que c'est un beau cadeau pour les fêtes. Qu'est-ce que la littératie physique dont tu viens de parler il y a un instant? La littératie physique, c'est la science des mouvements. Hein? Donc, votre cerveau enregistre les mouvements pour la vie. Quand votre enfant culbute, grimpe, saute, se glisse, le cerveau enregistre ces mouvements-là, il va les enregistrer pour la vie. OK. Et s'il n'a pas 80%, la littératie physique globale se développe avant 6 ans. OK. Après ça, il y a 20% qui sera développé ensuite. Si votre enfant n'a pas été en présence d'une butte de neige, un exemple, vous avez trouvé ça dangereux, une butte de neige. Vous l'empêchez de trouver ça dangereux. Il ne faut pas qu'il tombe, il ne faut pas qu'il se glisse, il pourrait se faire mal. Là, vous commencez à le nuire, okay? Parce qu'il doit le faire pour être capable de développer ses mouvements globaux. Ensuite, deviendra la motricité fine. Il n'y a pas de motricité fine s'il n'y a pas eu de global au préalable. Ça assoit tous les mouvements par la suite. Et ça se fait avant 6 ans. Donc, ils sont où avant 6 ans? Chez les parents et dans les services de garde ou dans les CPE.
Est-ce qu'ils font bien la job? Non. Ils ne savent pas. Là, maintenant, ils doivent le savoir. Donc, on doit augmenter la connaissance de notre système d'éducation pour dire, OK, il y a des choses à faire et ne pas faire. Et donc, on est là pour la littératie physique globale. Par la suite, le jeune, c'est le mettre en présence de plein de sports différents. C'est pour qu'il soit habile, développer ses mains, développer ses pieds. Mm-hmm. Plus tard, l'endurance, le cardiovasculaire, il faut que ça arrive beaucoup plus tard. Okay. Donc, là, on sait les périodes. C'est pour ça que multisport, le jeune fait plusieurs sports. Son cerveau est développé dans plusieurs mouvements. Il arrête de faire du sport pendant 20 ans parce qu'il est rentré à l'université, une carrière, il y a des enfants. Puis là, je parle pour la plupart des Québécois, c'est à peu près ce qu'ils font. Et là, tout à coup, à 40 ans, les enfants sont rendus à la vingtaine. Là, ils disent, OK, là, c'est le temps que je me prenne en main. Okay. Tous les mouvements que vous avez appris, votre cerveau s'en rappelle. Mm-hmm. Vous recommencez à nager après 20 ans, vos mains s'en vont exactement au même endroit, vous avez la même technique. Vous étiez convaincu que vous ne saviez plus nager avec une technique exemplaire comme vous aviez quand vous étiez jeune. Mm-hmm. Donc, c'est pour ça que c'est important de le faire très jeune. Puis on dit avant 14 ans, c'est le meilleur moment. Donc, avant le secondaire 3, les enfants devraient développer au moins 3 sphères sur 4. Les sphères, c'est quoi? C'est des sphères d'habilité. Il y a les sports nautiques. Okay? Donc, si vous ne savez pas nager, là, on ne sait pas nager. C'est pas inné, là, nager. Là. Je te mets dans l'eau, tu vas couler avec. Donc, tu dois développer la littératie physique aquatique. Tu me suis? Les sports terrestres. Donc, la course, le vélo, tout ce qui se passe sur Terre. Ça, il y a des choses qui sont assez naturelles là-dedans. Okay? Parce que l'humain, il s'est déplacé sur Terre. Il y a les sports aériens. Donc, le plongeon, ski acrobatique. Quand tu es dans les airs et tu tournes, il y a une habilité à retomber sur ses jambes. C'est pas inné non plus. Tu dois le développer. Et la dernière, c'est les sports de glisse. Donc, le patin, le ski de fond, le ski alpin, c'est juste savoir le transfert de poids. Mm-hmm. Tu transfères d'un poids sur un ski à l'autre. Et quand tu sais faire du ski de fond, tu sais faire du ski alpin et tu sais patiner. Mm-hmm. Les 3 se transposent. Donc, quand votre enfant a 3 sphères sur 4, c'est presque assuré qu'il sera actif pour la vie. Mm-hmm. Si votre enfant a 2 sphères sur 4, c'est moyennement sûr qu'il sera actif pour la vie. Puis s'il y a 1 sphère sur 4, c'est presque assez sûr qu'il sera inactif pour la vie après le 20 ans. Mm-hmm. Donc, c'est pour ça qu'on sait maintenant que le monosport, c'est la pire des choses pour un jeune. Premièrement, il va peut-être s'écœurer. Deuxièmement, il va peut-être avoir des blessures. Troisièmement, quand il va finir son secondaire, il arrivera au cégep, il va perdre ses amis. Là tu as 3 éléments de motivation qu'il vient de perdre tout à coup. Là, finalement, s'il a seulement une compétence, il regarde dans son coffre à outils, il tire la plug. Puis vu qu'il a développé seulement une littératie physique aquatique, un exemple, là, ce que je reproche un peu au Club de natation du Québec, puis je le dis, personne ne le dit, mais moi je le dis, si votre enfant nage dans un club de natation, un exemple, on les prend 6 ans ou 7 ans plutôt, là, et là, on les fait nager 2 fois, 3 fois semaine, et ensuite 5, parfois plus, 6, moi, c'est ça. 7 fois. Finalement, il fait le club, et à 13, 14 ans, et la fille performe entre 13 et 14, le garçon entre 14 et 15, et par la suite, après le secondaire 5, le club n'existe plus. Il rentre au cégep et il regarde dans ce coffre à outils. Il y a seulement la littératie physique aquatique de compétences. Donc, le problème, c'est que le jeune a des bonnes chances de décrocher. Donc, c'est important d'avoir plusieurs outils dans son coffre pour que si ton environnement change, comme là, présentement, il n'y a pas de neige, mais tu peux aller courir. Hein? Tu peux faire d'autres activités. Je viens d'aller nager à la piscine. Mais si mon sport, c'est le ski alpin, ça va pas bien. Là. Tu seras inactif presque tout l'hiver. Le podcast La santé au-delà des mots est une présentation du groupe conseil Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin de la financière Banque nationale Gestion de patrimoine. Comme nous croyons que la santé financière fait partie de la santé globale, nous sommes heureux de nous joindre au Dr Jean-Pierre Gagné pour vous souhaiter une bonne saison de la santé au-delà des mots. Fer et Velours est une entreprise de Québec spécialisée dans la location de mobilier vintage et création d'ambiance. Nous vous proposons une offre de service à la carte et selon vos besoins. De la simple location à la gestion événementielle complète. Chez Fer et Velours, notre slogan est de faire différent avec élégance. Visitez notre site web au www.fervelours.com. Au plaisir de vous rencontrer.
Vous avez des commentaires ou un sujet à nous proposer ou même faire partie de nos invités? Visitez le site web de notre balado à www.baladosanté.ca ou sur notre page Facebook de la santé au-delà des mots. La natation, c'est encore un meilleur exemple, je trouve, parce qu'on peut se retrouver dans un environnement où on va travailler plus tard, où il n'y a pas de piscine. Là. Je veux dire, alors que c'est un des problèmes. La course à pied, le vélo, ce sont des choses qui sont vraiment plus accessibles. Tu sais, des sports de glisse. Moi, j'ai rencontré les ministres il y a 2 semaines, à Rainville. Puis, c'est sûr qu'il a pris connaissance du livre. Il est un peu choqué, tu sais, parce qu'il y a des données là-dedans qui fait peur, là. Donc, on fait quoi? On fait un modèle québécois. Mm-hmm. C'est aussi simple que ça. Là, on arrête. C'est assez. On ne peut pas continuer dans cette voie-là. Il y a une évidence même. Là. Les courbes, il faut les inverser. Et on devra maintenant y travailler. Puis, on présente plusieurs modèles là-dedans. Puis, le modèle parfait, on va le décider ensemble. Mm-hmm. On va s'asseoir, les fédérations sportives, et on va dire, OK, maintenant, on se crée un modèle plus efficient. Puis, l'État devra le financer. À la fin, il y aura probablement un coût qui sera beaucoup moins grand que des jeunes qui développent des maladies dans la quarantaine. Ben écoute, moi je dirais même, évacuons le concept de coût de l'équation. C'est un investissement, c'est pas une dépense. C'est comme si quelqu'un est en train de préparer sa retraite, met de l'argent dans ses REER, puis considère ça comme une dépense, puis là il se dit, non, ben finalement, ça me coûte quelque chose. Non, c'est un investissement pour plus tard. Donc si on investit de l'argent dans notre REER, il faut toujours bien investir des ressources dans notre condition physique, sinon il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, je ne sais pas, non? Tu sais, Jean-Pierre, j'ai eu des longues réflexions là-dessus. Là. Comment on réussit à engager les gens? D'abord, il faut les inclure. Donc, il ne faut pas qu'ils se sentent stigmatisés, exclus ou dans un milieu toxique. T'sais. Donc, ceux qui sont déjà actifs, ils ont un très grand rôle à jouer. C'est d'avoir une approche inclusive. Donc, quand tu as la chance d'être en forme puis de bouger, il faut que tu le partages autour de toi. Là. Puis peut-être que tu parraines une personne. Si au Québec, maintenant, on est 20% des gens qui sont actifs. Si on parraine chacun une personne cette année, nous serons 40% l'an prochain. Mm-hmm. Donc, c'est important que si les gens regardent juste pour eux, on n'y arrivera pas. Puis c'est pas l'État qui peut le faire. L'État, lui, arrive à la fin. Donc, c'est créer des événements où tout le monde s'y retrouve. Ça n'empêche pas, bien entendu, la performance parce que de cette masse qui bouge, sortira des exceptions. D'ailleurs, dans le livre, c'est très bien indiqué. 50% d'une performance sportive, elle est génétique. Tu nais athlète. Mm-hmm. C'est comme ça. Et le reste, c'est le travail. Donc, c'est pour ça que les parents qui sont convaincus que leur enfant va jouer dans la Ligue nationale de hockey, là, puis que là, ils se mettent à le spécialiser à 10 ans, à 9 ans même, puis même à 10 ans, d'aller faire des camps aux États-Unis, là, des camps d'entraînement de hockey aux États-Unis. Plusieurs Québécois font ça. Là. Oh, tout à fait. Moi, je dis aux parents, vous savez, votre enfant ne jouera jamais à la Ligue nationale de hockey. Elle dit, pourquoi tu dis ça? Ben, c'est parce que sur les 2000 qui atteignent le niveau 3 lettres, midget 3 lettres, là, c'est les élites. Là. Il y en a un sur 2000 qui va réussir à y aller. Donc, votre enfant, il n'y aura pas. Laissez-le jouer au hockey, au soccer l'été. T'sais. Parce que juste le hockey, là, j'ai les statistiques, là, il y a des bonnes chances que plus tard, votre enfant soit sédentaire. Et surtout, il ne jouera pas dans la Ligue nationale de hockey. Si soyez prudents, nous, on va avertir un peu la société civile. Prenez garde de ces systèmes qui vous vendent de l'olympisme, la Ligue nationale de hockey. C'est important. Mais moi, j'aimerais toujours qu'un athlète olympique, un athlète d'exception, vienne d'une masse qui bouge. Là, c'est pas ça qu'on a. Et là, il faut remédier à ça. Puis c'est un problème de santé publique majeur. Et bien entendu, est-ce que la santé publique crie très fort? Oui, mais ils ne sont pas entendus. Donc, ça prend quoi? Ça prend des gens comme moi, qui est un élite, qui fait encore des compétitions. Je vais courir encore des Ironman. Je suis un performant dans la vie, moi, c'est mon tempérament. Moi, j'aime compétitionner. Mais jamais moi l'imposer. T'sais. Aucun de mes enfants, il y a Bruno Pierre qui a commencé à faire des courses de triathlon. Il a commencé à 30 ans. T'sais. Mais jamais qu'il y a eu une pression du père pour performer. Bruno Pierre, il est plus en forme que moi parce qu'il lui a développé au moins 10 sports différents. Okay. Sa sœur, au moins 4. Fait que mes enfants, c'est sûr qu'ils vont être actifs pour la vie parce qu'ils ont plusieurs outils dans leur coffre. C'est ce que je veux comme parent, moi. Je veux qu'après ça, ils montrent à mes petits-enfants puis que finalement, ils bougent. On n'est pas dans un système cloisonné
Non. Et comme ça, comment on va y arriver? Là, maintenant, il faut changer le modèle. Il faut le faire évoluer. Et pour ça, ça prend vraiment un consensus, un temps d'arrêt. Puis, moi, à la fin, on ajustera. Quand je dis toujours pas avant 14 ans, ce sera peut-être pas avant 13 ans. Je vais l'accepter, une année. S'il me dit, Pierre, à 13 ans, on accepterait, parfait, on a un deal. Allons-y pour pas avant 13 ans. Mais on va le faire ensemble. On peut pas l'imposer. On va le faire ensemble avec des données probantes qui confirment qu'on a la bonne direction et se corriger en cours de route. Puis dire, OK, on s'ajuste. Cette génération-là, ils vont nous rapprocher plus tard. Je le dis, là. D'ailleurs, ils nous le rapprochent déjà. Il y a beaucoup de gens qui ne bougent pas. Puis quand on leur pose la question, mais pourquoi tu n'as jamais fait d'activité physique? Ah, moi, j'étais pas bonne en sport à l'école. OK. Donc, l'école a joué un rôle fondamental dans l'exclusion des jeunes dans l'activité physique. Parce que l'offre n'était pas probablement à niveau. Puis je dis souvent aux gens, vous savez, c'est pas le rôle des écoles de développer des champions dans le sport. Le rôle d'une école, c'est de développer des compétences en maths, en sciences, en français, pour être fonctionnel dans la société. Donc, si votre enfant, on veut qu'il soit actif pour la vie, on doit développer des compétences dans les sports parce qu'il y aura toujours un outil dans son coffre quand il sera parent, quand il sera étudiant ou quand il aura perdu ses amis parce qu'il est rendu au cégep, il rentre au cégep de Jonquière. Il y a toujours un environnement propice pour bouger. On ferme la piscine, c'est pas grave, il va aller faire du ski de fond. On ferme le centre de ski de fond, c'est pas grave, il va aller courir. Votre enfant, on l'a bien équipé pour être actif pour la vie. À la fin, je suis convaincu qu'on gagnera probablement plus de médailles. C'est pas le but. C'est de faire bouger tout le monde. Et dans cette masse qui bouge, les 50% qui génétiquement là, sont des athlètes, là, ils vont ressortir parce que là, tu ne les perds pas. Et finalement, on aura plus de joueurs québécois de notre Ligue nationale de hockey. Le PM, il n'a pas compris ça. Si vous voulez avoir plus de joueurs québécois dans la Ligue nationale de hockey, là, vous devez passer par un système d'inclusion. Arrêtez d'imiter les Américains. Là. Regardez les modèles finlandais, les modèles norvégiens, les Danois, la Slovénie. Ils ont des modèles performants. Puis regardons un peu comment nous, on peut l'adapter au Québec, comme on a fait dans la Bécole. Hein. Dans l'école, on a fait exactement ça. On a regardé les modèles les plus performants. On s'est assis. On a assis tout le monde autour de la table. Les profs, les directions d'école, les parents, les enfants, le quartier, le politique. Et on s'est dit, OK, maintenant, quel genre d'école on a besoin pour nos enfants pour les 50 prochaines années? Et on a construit 6 écoles modèles. Mais est-ce qu'on pourrait simplement décider à l'école primaire de dire les enfants vont faire de l'activité physique et non du sport? Des fois, il y a une petite nuance peut-être entre les deux. Vont faire de l'activité physique la moitié de la journée. Il me semble que ce serait... Parce que tout à l'heure, tu as dit le gouvernement vient peut-être plus tard dans l'équation. Moi, je les vois comme premiers. Comme tout dans notre société québécoise, tout est politique. Alors, je me dis, pourquoi ne pas simplement décider que les enfants à l'école primaire font de l'activité physique la moitié du temps? Tu as des enfants qui sont à l'école primaire. On s'entend que le cursus peut probablement académique pourrait rentrer dans une demi-journée. Il y aurait probablement moins de problèmes d'hyperactivité. Il y aura une espèce d'effet d'entraînement. Je ne sais pas, est-ce que ça t'apparaît? Moi, je pense que ça va prendre des modèles. Ça va prendre des modèles parce que je pense pas qu'on va être capable de convaincre le terrain, les écoles, parce que il y a d'autres matières, puis là, on se sent toujours en compétition, puis l'éducation physique. Là, tout le temps été oui, mais, je comprends. Donc, une fois que j'ai dit ça, maintenant, ça nous prendra des écoles qui, eux, comme on aura bientôt des écoles nature, où les jeunes 2 heures par jour sont... d'ailleurs, ils sont éduqués en nature. Ils vont plus à l'école. Ils sont dans la nature, avec un pavillon en pleine forêt. Et par la suite, 2 heures par jour, ils sortent dehors. Ils font de l'activité. Ça, c'est des écoles qui lèveront bientôt dans ma région. Là. 5 écoles nature, les premières en Amérique. Là, pourquoi pas le faire au niveau de l'activité physique quand on sait tous les bienfaits? Un des problèmes, c'est pour ça qu'il faut bien travailler le 0-6 ans. Si l'enfant, on le va travailler dans le livre, là, si votre enfant arrive en déficit dès le début du primaire, Mario Léoné l'a démontré par ses études, le jeune se perçoit déjà inhabile en sport et fait déjà un parcours contre l'activité physique. Donc, on a déjà des décrocheurs sportifs à partir de la première année. Et le reste, surtout, on les voit décrocher. On les voit décrocher officiellement entre le secondaire 1 et le secondaire 3. Et la note en éducation physique n'est pas obligatoire pour obtenir son diplôme au secondaire. Fait que même si je ne réussis pas, c'est pas grave. Par contre, elle est obligatoire au cégep. C'est là qu'ils ont des problèmes, les jeunes. Ils ont réussi à s'en tirer tout le temps en évitant l'éducation physique pour donner une mauvaise note. Là, ils arrivent au cégep. Là, elle est obligatoire. Là, c'est pas facile. Là, là les profs
on sait qu'il reste 15 % des jeunes au cégep. Les vrais chiffres, là, on perd 71 % des jeunes qui arrêtent de bouger entre la secondaire 1 et la secondaire 3. Le 30 % qui va poursuivre en secondaire 3, 4 et 5, la moitié de ces jeunes abandonneront dès l'entrée au cégep. Donc, il restera seulement 15 % des jeunes Québécois qui seront actifs pour la vie. Donc, c'est le résultat de notre système. C'est OK, il ne fonctionne pas. Ben oui, il ne fonctionne pas. Arrêtons ça. Faisons-le évoluer vers quelque chose de plus inclusif. Et moi, je pense que longtemps, j'ai réfléchi. On demande d'ailleurs dans le livre d'augmenter de 2 heures par semaine l'éducation physique au secondaire. Présentement, ils ont 2 périodes par 9 jours de cycle. C'est de 9 jours, donc souvent une période. La deuxième n'est pas obligatoire. Elle peut être remplacée par de la musique ou autre chose. Donc, imaginez au secondaire, votre enfant, souvent, il va avoir un cours d'éducation physique par 9 jours. C'est incroyable. Imaginez. Bon, ça, c'est un drame. Ça n'a aucun sens. Et bien entendu, ceux qui bougent déjà, qui sont en sport-études ou qui sont en parascolaire et tout ça, eux, ils ne sont pas là. Je parle des autres là, qui, eux, justement, ils ont été exclus. Là, ils font seulement 1 heure d'activité physique par 2 semaines. Et là, ils arrivent au cégep, ils sont vraiment pas motivés par l'éducation physique. Là en plus, ça l'apprend pour monter. Donc, on a un problème structural. On se dit comment on fait pour le faire évoluer? Il va falloir qu'ils travaillent ensemble. Puis moi, je pense que il faut maintenant se servir des fédérations. J'ai toujours été contre eux. Ce que je disais, votre rôle, c'est spécialisé. Puis finalement, m'assoyant avec eux, ils ont compris par les données et en voyant un peu les Finlandais, les Danois, la Norvège, les Pays-Bas. OK, maintenant, on comprend qu'il faut retarder la spécialisation. Mais dit Pierre, le problème, c'est nous, c'est le membership, c'est par ça qu'on finance nos opérations. On est sous-financés. Tu sais, le budget en activité physique au Québec, là, c'est 136 millions. Le budget en culture, c'est 1,6 milliard. Tu sais, 10 fois moins. Ça revient à ce qu'on disait, que tout est politique. Et voilà. Donc, ça veut dire que si on finance bien les fédérations, on leur permet maintenant de donner des services aux écoles sans spécialiser à 20-14 ans, ils disent oui, on est prêt à le faire. Mais par contre, il faudra bien les financer pour pas qu'ils tombent. Ils ont besoin on le voit, il y a des scandales dans les fédérations. Pourquoi? Parce qu'ils acceptent souvent les entraîneurs toxiques, parce qu'ils font gagner une école ou ils font gagner un club parce qu'il y a besoin de gagner. Tu sais. La victoire, je peux vous dire qu'il y a bien du monde qui ferme les yeux là, sur la façon de coacher. Tu sais. Donc, tout ça, là, le sport est malade au Québec. Okay? Par contre, quand on nous compare en Amérique, on est les meilleurs. C'est ça qui est intéressant. Les meilleurs Québec, parmi les mauvais, finalement. Et voilà. Donc, on est les meilleurs en Amérique, mais quand on se compare aux pays scandinaves, on est très loin derrière. Donc, il y a matière à amélioration aussi. Donc, si on commence à regarder les modèles qui semblent performer, bien, on peut maintenant se dissocier du modèle canadien. Que le Québec crée son propre modèle, puis le Canada fera comme dans les CPE, un jour, il reprendra notre modèle. Là, Moi, je pense que c'est ça la voie de l'avenir. Ça va prendre un courage politique, mais plus ou moins parce que avant, la majorité n'est pas d'accord avec moi. Maintenant, la majorité est d'accord avec moi. Ça veut dire que politiquement, maintenant, c'est moins dangereux d'amener des changements contraignants. Vous comprenez? Rempart Neurophysiologie est une entreprise spécialisée dans l'octroi de services neurologiques tels que le monitorage neurophysiologique péropératoire. Plusieurs chirurgies comportent des risques de complications neurologiques graves, mais avec Rempart, ces complications sont réduites à moins de 1%. Rempart est votre ange gardien en salle d'opération. Rempart, c'est aussi des services volants en électrophysiologie médicale. Pour les besoins particuliers de votre hôpital, votre clinique ou votre centre de soins, contactez Rempart Neurophysiologie à info@rempartneuro.ca. C'est à info@rempartneuro.ca. Je vois pas nécessairement en quoi ce serait dangereux au plan politique, je te dirais. Moi, c'est une question, selon moi, encore, j'y reviens, c'est une question de volonté politique. Ça va prendre un groupe, un politicien, un gouvernement qui comprend qu'il faut que ce soit prioritaire. C'est une gestion en bon père de famille, là. C'est prioritaire ou ça ne l'est pas, là. Puis là, on a un bon momentum. On a un premier ministre qui croit à l'éducation, malgré tout ce qu'on peut dire. Legault, quand même,
Il est hyper sensible à l'éducation. Il a déjà été ministre de l'Éducation. On a M. Dubé qui a intégré la prévention pour la première fois dans le système de santé, quand il a annoncé la refonte du système de santé en avril il y a 2 ans. Là, il est en train de... Il faut regarder, c'est pas beaucoup d'argent, je pense autour de 60 millions réservés à la prévention dans le système de santé. Mm-hmm. On parle pas de la santé publique, là. Okay? Mais il a ouvert la voie. Il m'a dit, Pierre, la voie est ouverte. On pourra juste pouvoir le faire grandir. Et on a un ministre d'éducation qui, oui, c'est sûr que M. Drainville, au moins, quand tu lui parles, il t'écoute. C'est un bon communicateur. Mais ça va prendre plus que ça. Ça va prendre vraiment une volonté là, du Conseil des ministres qui s'assoit et qui maintenant décide de tourner. Est-ce qu'Isabelle Charest fait le travail? Oui. Isabelle fait ce qu'elle peut. Mm-hmm. Mais c'est plus que c'est un multi-ministère. Là. C'est un projet de multi-ministère. Éducation, santé, sport et loisirs. Et là, on se crée vraiment un modèle. Il faut se créer un modèle. Mm-hmm. C'est un peu ce qu'on suggère, nous. Et là, plus on avance, mais plus le monde trouve que ça a bien du bon sens. Mm-hmm. Et là, maintenant, quand les gens lisent le livre, là, ils découvrent, OK, là, on ne peut pas continuer. Non, exactement, on ne peut pas continuer. Maintenant, on a des données là, où on montre qu'il y a 69% des jeunes filles qui ont franchi la ligne rouge. C'est un VO2 max catastrophique. Okay? Mm-hmm. Donc, en 1982, le même groupe avait été testé, 3500 élèves dans les 17 régions du Québec. Et aucun des 2 groupes, filles et garçons, approchait la ligne rouge. Là, maintenant, c'est presque 7 filles sur 10 et presque 6 garçons sur 10 qui sont sous la ligne rouge, qui veut dire avoir des problèmes de santé majeurs dans la quarantaine. On appelle ça des syndromes métaboliques. Mm-hmm. Hypertension, cholestérol élevé, diabète de type 2 combiné. Donc, ça veut dire que ces jeunes-là seront plus assurables et ils ne seront plus employables. Mm-hmm. Ça, c'est vos enfants, en passant. C'est des jeunes qui, présentement, entre 15 et 26 ans. Mm-hmm. Eux autres, là, c'est vos enfants. Vous pensez que vous êtes à... Non, vous n'êtes pas à l'abri, là. Mm-hmm. Ils vont rentrer dans le système de santé. Donc, c'est un tsunami qui s'en vient. Tout à fait. Pourquoi ils ne bougent pas? Ben, c'est pour ça qu'il fallait rentrer dans les systèmes pour bien comprendre. Pourquoi tu as arrêté de bouger? Putain, tu es un sportif. Tu es en sport-études. Tu as fait ta carrière en judo. Moi, ici, je suis dans une maison présentement là, que je viens d'acheter. C'est un chalet dans le Pied-du-Mont-Édouard. Le propriétaire ici, là, son petit-fils, a fait du judo là, tout jeune, atteint les niveaux canadiens. S'est déplacé à Montréal sur l'équipe nationale. Et il y a 2 ans, il a tiré la plug. N'a plus jamais rembarqué sur un tatami. Et fait 0 au sport. Aucun sport. Donc, c'est un décrocheur sportif de haut niveau. Espoir de médailles presque au jeu. C'est fini. Pourquoi tu ne fais plus de judo? Il me dit, je suis écœuré. Ben, c'est ça. C'est triste, là. Dis-moi... C'est pas patiner, c'est pas nager. C'est pas bien, là. Mm-hmm. C'est quoi la suite? Là? Je pense qu'on s'est trompé en cours de route. Effectivement. Ben, c'est drôle, ça m'amène à une prochaine question. Si on te donnait un ministère, toi, Pierre Lavoie, là, pour remplir ta mission, quel ministère tu prendrais? La santé, le sport, l'éducation, peut-être même les finances, on ne sait pas. J'en prendrais. Oui, le trésor. C'est le trésor, oui. Mais ça paraît quelqu'un de solide. Moi, je prendrais, là, vous allez voir qu'est-ce que je ferais, là. Pourtant, j'irais en politique, là. Je convaincrais notre gouvernement, pour qui je ferais partie, là, de changer le nom du ministère de la Santé, de l'appeler le ministère de la Maladie, et créer le ministère de la Santé. Et je serais ministre du ministère de la Santé. Et là, maintenant, ça veut dire quoi? C'est maintenir la santé des gens. J'investis massivement dans notre population pour qu'ils gardent leur santé le plus longtemps possible et que nos personnes gardent leur autonomie le plus longtemps possible. Quand tu tombes malade, là, tu tombes dans le système de maladie. Le problème qu'on a, c'est qu'on a mis les 2 ensemble. La prévention, on l'a mis dans le système de santé curatif et jamais autour d'une table là, que la prévention va gagner sur le curatif. Jamais. Ils vont tout le temps dire, il y a des urgences, Père, écoute, il faut construire. On construit un 2e bloc opératoire à l'hôpital de Chicoutimi. Là. Puis quand j'ai vu dans le journal qu'elle allait coûter 1,5 milliard, ben non, ça se peut pas, là. Mm-hmm. Finalement, c'est mon chum qui travaille là-dessus. Il m'a annoncé l'autre jour, non, Pierre, finalement, il va coûter 700 millions. Millions, oui. Ah, j'ai un 2e bloc opératoire. Je ne comprends pas. Celui de Jonquière, à 12,2 km, il n'est pas plein. Ah ben, oui, t'es en santé, Pierre, c'est n'importe quoi. C'est comme ça que ça fonctionne. Exactement. C'est n'importe quoi. Dans un hôpital, désuète, pas d'air climatisé, avec de l'amiante. Puis l'ambulance, là, elle doit partir des quartiers populeux. Se rendre à l'hôpital, elle traverse 22 lumières pour se descendre dans le trou en bas. Au lieu de construire un hôpital flambant neuf sur le bord de l'autoroute, démolir Jonquière et Chicoutimi, concentrer au même endroit sur le bord de l'autoroute Alma-Labé, l'hôpital régional serait là, c'est fluide,
ça a coûté 3 milliards, c'est neuf, Écoute, il n'y a plus de problème. On pourrait faire un balado seulement sur ces décisions politiques-là. Mais te verrais-tu, toi, en politique, ou tu as sûrement déjà eu des offres? Non, le travail n'est pas terminé, dans le sens que j'irai un jour, je pense pas, mais présentement, j'ai pas de couleur. Je suis à la politique, moi, j'ai une cause, puis je dois rester à la politique. Peu importe le parti politique qui vient au pouvoir. Tu sais, moi, depuis que je fais le Grand Défi depuis 15 ans, là, c'était les libéraux, après ça, c'était le PQ, après ça, c'était les libéraux, après ça, c'était la CAQ. Donc, j'ai vécu 4 partis politiques, puis les 4 ont valsé avec moi pour être capable de les influencer, pour les amener dans la bonne direction. Le jour que tu as une couleur, tu peux perdre 50% d'appui, là, puis ça, c'est triste. Donc, c'est important, les influenceurs comme moi continuent d'influencer. Tout à fait. Peu importe le parti, puis d'être capable d'amener des idées. Ensuite, rassembler les gens autour de cette idée qui ont les compétences que tu n'as pas, que tu ne possèdes pas. Je dis souvent aux gens que moi, dans mon navire, là, quand je regarde derrière, j'ai les pédiatres avec moi. Hein? J'ai les médecins de famille qui sont là aussi. J'ai les enseignants du Québec. Tous les petits culs qui ont fait des cubes depuis 15 ans, maintenant, ils viennent de rentrer sur le marché du travail. L'autre jour, j'étais en entrevue, la réalisatrice et le preneur de son, les deux avaient fait des cubes. Puis une me remerciait doublement en me disant « Je viens de me faire dépister pour les maladies héréditaires de notre région, elle est à Montréal. Je suis pas porteuse de rien, mon chum est porteur de la Tachycharava-Saguenay. On veut te remercier, Pierre, parce qu'on peut pas créer de sécurité. » Toutes les idées que j'ai mises en place puis qu'on a réussi à faire intégrer dans le système de santé, aujourd'hui, tout le monde en profite. Puis j'aimerais ça qu'ils m'accompagnent dans ce chemin structural. Et c'est pour ça que maintenant, je fais alliance avec les fédérations sportives. Au lieu de leur tirer dessus, maintenant, je travaille avec eux pour faire évoluer le modèle. Et il nous reste maintenant, le dernier bout, c'est un courage politique. Moi, d'après moi, d'ici 2 ans, 3 ans maximum, le Québec va créer son propre modèle d'activité physique. Intégré, là. Ça veut dire de 0 à la personne qui a 85 ans. Tout va être attaché. Si j'avais le choix, moi, puis en fonction des ressources, je miserais beaucoup chez les jeunes. Ça me quitte à, entre guillemets, je dis pas sacrifier une génération, mais je sais pas si tu serais d'accord avec moi de dire que le rendement sur l'investissement est peut-être moins là chez les gens qui ont 60, 70 ans. C'est comme si le mal était fait un petit peu. Donc peut-être... Il arrive quand il est... non, David Suzuki, excuse-moi. David Suzuki, quand il était venu à Montréal, il y a à peu près 4 ans, 5 ans. Je pense que c'était son 50e anniversaire de militantisme. Et il voulait le fêter, tout ça. Puis à un moment donné, la première page de la presse, c'était marqué « Je me suis trompé ». Le titre me surprenait. Quand j'ai ouvert l'article, il disait « Je croyais à tort d'être capable de convaincre les grandes entreprises canadiennes d'investir massivement dans les changements structuraux et l'environnement, quand j'aurais dû aller plutôt dans les écoles, éduquer les jeunes et les préparer au changement. » Puis nous, c'était exactement ce qu'on faisait depuis 15 ans, là, auprès des jeunes, préparer les jeunes. Puis moi, je pense que l'armée qu'on a créée, c'est quand même 8 enfants sur 10 depuis 15 ans qui ont passé par nos systèmes d'inclusion, de bouger dans le plaisir avec leurs amis pour leur santé, plus que pour la performance. Mais maintenant, ils sont rendus adultes. Puis maintenant, ils votent. Ils ont des enfants. Et ils veulent surtout pas revivre ce qu'eux ont vécu. Donc, maintenant, le terrain est fertile pour un changement de culture. C'est intéressant ce que tu dis là, parce qu'à l'interne, à Québec, on se fait la réflexion sur le dépistage et la prévention du cancer colorectal, convaincre les gens dans notre groupe d'âge d'aller se faire dépister. Puis on est en train de se faire la réflexion que peut-être, au lieu d'en parler aux gens de notre âge qui ne veulent rien entendre, on devrait peut-être parler à leurs enfants. Puis peut-être que ce sont les enfants qui vont dire à leurs parents « Papa, va donc te faire dépister si tu veux venir me voir jouer au hockey encore dans 15 ou 20 ans. » Donc, tout le temps, partir de la base, finalement, puis monter, c'est un peu... La cigarette, c'était ça. Hein. La cigarette, on a vu beaucoup de publicité où c'est l'enfant qui parlait à ses grands-parents. Exactement. Il voulait être avec lui longtemps. Puis ça touche. Là. Les grands-parents, là, quand ça vient de leurs petits-enfants, les cubes énergie, c'était ça. Là. Au début, là, quand il se faisait demander d'aller faire un cube avec lui, les parents grognaient un petit peu. Ouais, pas trop le temps d'y aller. Là. Ils ont commencé à les appeler les maudits cubes. Là. D'ailleurs, c'était publicisé comme maudits cubes. Mais finalement, les grands-parents embarquaient puis ils étaient très contents d'aller bouger avec leurs petits-enfants puis de faire des cubes pour eux. L'enfant était fier, il coloriait ses cubes. Puis il revenait à l'école, il dit « Wow, j'ai fait des cubes en fin de semaine avec mes parents et grands-parents. » Puis là, finalement, quand ça dure comme ça, tout le primaire, tu finis par les trouver sympathiques, les cubes, et tu finis par me dire, sur le terrain, Pierre, ça marche ton affaire. Ouais, on sort dehors maintenant, on ne sortait pas avant maintenant. Ce système-là nous a poussés à être dehors avec nos enfants.
Puis ça marche. Ben oui, parce que c'était inclusif. Il n'y avait pas de chronomètre là-dedans. Vas-y, implique ta famille. Et vois-tu, chez les fumeurs, on l'a vu, les données, d'ailleurs, les dernières viennent de sortir cette semaine. Là. C'est intéressant. On est passé de 24 % de fumeurs au Québec en 2009, quand j'ai commencé le Grand Défi. Là. Et maintenant, on vient d'atteindre 13 %. Donc, vous voyez, le Québec, maintenant, fumer, là, c'est exceptionnel. Là, c'est le vapotage. Mais le vapotage, bon, c'est pas la cigarette, c'est moins dommageable que la cigarette. C'est un jour, on devra s'y attaquer, mais la cigarette, c'est quand même... on sait que présentement, là, 1 personne sur 3 qui sont dans les hôpitaux du Québec, c'est dû à la cigarette, présentement. Fait que ça a créé des dommages. On est en train de les subir. Là. Tout ce que la cigarette a pu créer là, comme problème, maintenant, on est en train de les subir par différentes pathologies que vous voyez régulièrement. T'sais. Es-tu sorti, peut-être on approche la fin, es-tu sorti un peu déprimé de ce que vous documentez dans le livre en termes d'obésité, sédentarité, le temps derrière les écrans? Il y a une portion de ton livre où ça prend peut-être une petite dose d'antidépresseur dans notre café pour... Ah non, les écrans, c'est décourageant, mais ce qui nous encourageait, c'est de voir que c'était partout dans le monde. Et la pandémie avait donné un coup de barre à tout le monde dans les jambes, puis les États n'avaient pas fait aucun plan de sauvetage. Pourtant, tous les gouvernements ont fait des plans de sauvetage pour les entreprises. Tous les gouvernements ont fait des plans de sauvetage pour leurs artistes. Mais il n'y en a pas fait pour relancer l'activité physique. Où là, on avait perdu 50 % des bénévoles. Autour des événements sportifs, 50 % des bénévoles sont arrêtés de pratiquer. Et on a connu un temps d'écran qui a monté d'une façon exponentielle et qui n'est pas revenu à son état d'avant la COVID. Donc, on vit avec l'élan des écrans parce que nos enfants les laissaient faire, parce que c'est la seule façon de socialiser avec leurs amis qui ne voyaient plus. Mais là, aujourd'hui, là, on a vraiment donné un coup de barre. Là. Puis ça, les États, on le voit, là, l'Organisation mondiale de la santé lance des signaux d'alarme, mais on va aller dans le mur encore. Inévitablement, c'est toujours la même chose. Là. On devrait aller très loin dans le processus de problème pour dire, OK, maintenant, on tourne. Il faut faire d'autres choses. Donc moi, je suis venu découragé. Un matin, je me suis levé, je dis à Germain, mon ami, puis qui est directeur général du Grand Défi, jamais on n'y arrivera pas. Comment ça, Germain? Là, j'étais un petit bout découragé. Il y avait des données. Mais tu as des données, on n'y arrivera pas, On n'y arrivera pas. Les gens ne comprennent pas qu'il y a une urgence, là, puis ça ne semble pas les atteindre. Là, non, je suis d'accord. Aller plus loin que ça, puis... C'est pour ça qu'au moins, les livres, une fois qu'ils est écrit, là, tu as les données. Fait que maintenant, un enseignant peut s'y référer. Un médecin peut s'y référer. Un parent peut s'y référer pour changer son école de ses enfants parce qu'ils ne vont pas dans la bonne direction. Tout à fait. Un entraîneur peut s'y référer en disant « Calme-toi le parent, là. Va lire le livre, après ça, tu vas me laisser faire ma job. » Là, on a besoin de faire un genre d'exercice d'apprentissage collectif et dire « OK, maintenant, il faut augmenter nos connaissances. » On l'a fait chez nous, ce processus-là avec les maladies héréditaires. Avant de procéder à un dépistage génétique populationnel, comme on fait présentement, là, il a fallu éduquer la population. C'était ma job. Je l'ai fait tapé sur le clou pendant 6 ans. Et la connaissance de notre population vis-à-vis des maladies génétiques, récessives ou dominantes, atteignait des niveaux presque universitaires. Puis là, tu parlais du monde sur le terrain. Là, donc, c'est pour ça que nous, on pouvait avancer, tandis que Montréal ne comprenait pas qu'on allait vers un dépistage génétique. Il y a plein de problèmes. Oui, ces problèmes-là, nous, on les a vus au début. Ne vous en faites pas, on est rendu plus loin. Là. Vous allez comprendre qu'on peut mettre des balises puis avancer. Donc, on devra passer par un processus d'apprentissage collectif pour ensuite, après ça, mettre un modèle que tout le monde va comprendre. Et celui qui ne le comprend pas, il va se faire amener à l'ordre par les données probantes. Écoute, Pierre, ça fait un excellent tour d'horizon en cette période des fêtes. Donc, je te remercie. Le livre, donc, Il faut que ça bouge aux Éditions de l'Homme. Ça a été coécrit par Pierre Lavoie et Jean-François Harvey. Donc, je vous incite à le lire. Portions déprimantes, mais je pense des portions aussi qui... de solutions. De solutions. Puis je pense que c'est ça qui est important. Puis j'espère qu'on aura l'occasion certainement d'en reparler dans le futur. Donc, je te souhaite des joyeuses fêtes, beaucoup de sport. Possible. D'ici là, Jean-Pierre, garde la forme pour le Grand Défi. On va être là, c'est certain. Ça va être juste à côté de chez moi. Donc, je te remercie beaucoup, puis à bientôt. Bye. Bye, merci. Ça m'a fait plaisir. Merci, bye. Salut. Voilà ce qui complète le balado de cette semaine. Merci d'avoir été à l'écoute et le Dr Jean-Pierre Gagné vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode, La santé au-delà des mots.